Moscou, 1979. Un cabinet dentaire, au fond d'une polyclinique réservée aux hauts fonctionnaires. Ça sent les médicaments importés, l'huile de girofle et la peur. Dans un confortable fauteuil en cuir, la tête renversée en arrière, un homme est assis. C'est Piotr Ivanovitch Voronov, procureur du district, un homme puissant, un homme habitué à ce qu'on tremble devant lui, mais aujourd'hui, il n'est pas le procureur, il est patient. Sa bouche est grande ouverte, bruissante de salive aspirée, et penché sur lui, un médecin en blouse immaculée. Le médecin s'appelle Dimitri, il a 35 ans. Il a les doigts fins et délicats d'un pianiste, et derrière ses lunettes, des yeux calmes d'effroi, il tient une seringue à la longue aiguille effilée. Voronov ne voit pas le visage du médecin, caché par un masque, il ne voit que ses yeux. Et dans ses yeux, il n'y a ni compassion, ni sollicitude professionnelle, juste du vide. « Un peu de patience, Piotr Ivanovitch », dit Dimitri d'une voix douce et veloutée. « Une petite piqûre, et vous ne sentirez plus jamais la douleur. » Voronov émet un grognement approbateur. Il ne sait pas que cette piqûre marque le début de la fin. Il ne sait pas que l'homme à qui il a confié sa santé a déjà prononcé sa sentence. Une sentence terrible, sans appel. Mes amis, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui vous fera regarder les hommes en blanc d'un autre œil. C'est une histoire d'amour filial qui s'est transformée en poison mortel. Une histoire de ce qui arrive quand ceux qui détiennent le pouvoir franchissent la ligne jaune et que la patience du petit homme s'épuise pour laisser place à la vengeance. Ce drame est basé sur des rumeurs et des légendes qui ont circulé dans Moscou à l'époque de la stagnation. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne et mettez un pouce bleu. Cela nous aidera à continuer à vous raconter la vérité qu'on a tenté d'enfouir dans les archives. C'est fait ? Merci. Et maintenant, ouvrez grand la bouche. Pour comprendre pourquoi Dimitri, ce brillant médecin, ses mains en or de la dentisterie soviétique, a osé un tel acte, il faut remonter le temps, exactement 3 mois en arrière. Dimitri vivait avec sa mère, Olga Andreïevna, dans une vieille maison du centre de Moscou, non loin des étangs du patriarche. Ce n'était pas un simple appartement, c'était le nid familial. Haut plafond, moulure, parquet de chêne qui se souvenait des pas des occupants d'avant la Révolution. Olga Andreïevna, ancienne professeure de français, une vieille intellectuelle, vivait de souvenirs et d'amour pour son fils. Mais cet appartement avait un défaut. Il était trop beau. Et il avait tapé dans l'œil de Piotr Ivanovitch Voronov, ce même procureur qui venait d'obtenir une promotion et voulait vivre selon son nouveau statut. Au début, il y eut des propositions d'échange. Voronov proposait un 2 pièces dans une tour HLM de banlieue. Olga Andreïevna refusait poliment. Pour elle, déménager équivalait à une mort. Toute sa vie s'était déroulée ici. Son mari y était mort. Alors Voronov cessa de proposer. Il commença à agir comme il en avait l'habitude. Par la force et la fourberie. Dans l'appartement, soudain, la lumière fut coupée, puis l'eau. Puis les nuits furent troublées par des appels anonymes. « Dégage, Youpin, retourne en Israël pendant qu'il est encore temps », crachait une voix inconnue dans le combiné. Pourtant, Olga Andreïevna était une noble russe. Dans la cage d'escalier, des individus louches bousculaient la vieille dame, lui crachaient au passage. Dimitri tenta de protéger sa mère. Il alla à la milice, écrivit des plaintes. Mais ses déclarations disparaissaient comme par magie, ou revenaient avec des fins de non-recevoir. Fait non confirmé. Il ne savait pas qu'il se heurtait à un système sans visage mais aux dents longues. La fin de ce harcèlement eut lieu un soir glacial de décembre. On sonna à leur porte. Sur le palier se tenaient des employés du logement et des miliciens. « Expulsion !» grogna le commissaire de quartier, fuyant le regard. « L'immeuble est déclaré insalubre. Relogement d'urgence, prenez vos affaires. Un camion attend. » C'était un mensonge. L'immeuble était solide comme du granit, mais Voronov avait les tampons et les hommes qu'il fallait. Olga Andreïevna porta la main à son cœur. Elle glissa le long du mur, cherchant son souffle. Dimitri se précipita, cria, exigea qu'on appelle une ambulance. Les miliciens restèrent là, à regarder, et dans l'embrasure de la porte, observant la scène, se tenait Voronov lui-même, dans son manteau de fourrure. Il était venu superviser personnellement l'opération. « Alors, la vieille ?» dit-il avec un rictus en regardant la femme mourir. « T'as libéré les lieux, t'aurais dû le faire plus tôt, on n'aurait pas gaspillé de l'énergie. » Olga Andreïevna mourut 10 minutes plus tard, dans les bras de son fils, sur le sol de son entrée. Les médecins du SAMU, arrivés trop tard, constatèrent un infarctus massif. Voronov enjamba son corps pour inspecter la pièce. « Le parquet est beau, dit-il. On le garde. » Dimitri était assis par terre, serrant contre lui la main encore tiède de sa mère. Il ne pleurait pas. À cet instant précis,
Quand Voronov avait enjambé le corps de ce qu'il avait de plus cher, quelque chose s'était éteint en Dimitri. Le gentil docteur Aïbolite était mort. Un autre était né. Froid, calculateur, impitoyable. Il leva la tête et regarda Voronov. Le procureur ne remarqua même pas ce regard. Pour lui, Dimitri n'était qu'un meuble, un déchet à balayer avec les vieux livres. « Toi, dit Voronov sans regarder le médecin, rassemble tes affaires d'ici demain et dégage. » Dimitri rassembla ses affaires. Il enterra sa mère. Il emménagea dans une chambre louée. Il continua d'aller travailler à la polyclinique. En apparence, il n'avait pas changé. Toujours aussi poli, toujours aussi professionnel. Mais chaque nuit, il restait éveillé et il pensait. Il passait en revue des centaines de façons de tuer Voronov. Le tuer, pas d'arme. L'empoisonner, pas accès à sa nourriture. Incendier son appartement, trop vulgaire. Il lui fallait quelque chose de spécial. Un châtiment à la hauteur du crime. Voronov aimait la belle vie. Il aimait bien manger, faire des discours, sourire dans les banquets. Sa bouche était son instrument de consommation et de pouvoir. C'est donc là que la frappe devait porter. Mes amis, pensez-vous que l'expression « œil pour œil » soit juste ? Si la loi ne fonctionne pas, si l'assassin en uniforme se rit de sa victime, le fils a-t-il le droit de devenir juge et bourreau ? Ou le pardon est-il le seul chemin pour ne pas se perdre soi-même ? Dites-nous ce que vous ressentez. Comprenez-vous l'état d'esprit de Dimitri ? Le destin semblait avoir mis l'épée, ou plutôt le scalpel, dans la main de Dimitri. 2 mois après l'enterrement, des rumeurs commencèrent à courir en ville. Le procureur Voronov avait des problèmes de dents. Il souffrait, avalait des cachets par poignée, mais avait peur d'aller chez le dentiste. Il avait peur de la douleur. Ironie du sort, l'homme qui faisait souffrir les autres était lui-même un lâche. Il lui fallait le meilleur spécialiste, celui qui ferait le travail sans douleur, cher et de qualité. On lui conseilla les mains en or de la polyclinique, le docteur Dimitri Isaïevitch. Voronov n'avait pas retenu le nom du fils de cette vieille femme qui l'avait poussé vers l'au-delà. Pour lui, ils étaient une masse sans visage. Il prit rendez-vous, et le voilà dans le fauteuil. Dimitri le regarde par-dessus son masque. Il voit cette bouche, la bouche de l'assassin de sa mère. Les dents de Voronov étaient mauvaises, cariées, négligées, cachées derrière un vernis extérieur. Comme son âme. « Ouvrez plus grand !» dit Dimitri. Voronov obéit. Dimitri prit le miroir et la sonde. Il examina, et dans sa tête, le plan était déjà prêt. Un plan d'opération sous le nom de code « Silence ». Ce ne serait pas un simple traitement, ce serait une installation de mort. C'est très négligé, Piotr Ivanovitch, dit Dimitri d'un air navré. Mais on peut tout arranger. Je vous propose une technologie unique, de la céramique allemande. Un remplacement complet par bridge. Ce sera cher, mais ce seront des dents pour l'éternité. Vous pourrez mordre du fer avec. L'argent n'est pas un problème, grogna Voronov. Fais du beau travail, docteur. Que ça brille. Ça brillera, pensa Dimitri. Et ça pourrira. Il savait déjà ce qu'il placerait sous ces luxueuses couronnes, pas des médicaments, mais une bombe à retardement. Un produit chimique qui ne tue pas immédiatement, mais qui lentement, jour après jour, ronge la chair, transformant la vie en agonie. Le jour J arriva, un mardi. Voronov se présenta à la clinique à 10 heures précises. Il entra dans le cabinet en maître, sans frapper, jetant son précieux manteau à l'infirmière accourue, sans même la regarder. Ce n'est pas ainsi qu'entre les patients, c'est ainsi qu'entre les maîtres du monde. Il était sûr de lui, il sentait le tabac cher et le pouvoir. Dimitri l'accueillit debout. Masqué, coiffé d'un bonnet, les lunettes sur le nez, seuls ses yeux étaient visibles. « Bonjour Piotr Ivanovitch, prêt pour la transformation ? Vas-y docteur, grogna Voronov en s'installant. J'ai 2 réunions au comité de ville à 2 heures. Fais vite, et surtout, pas de douleur. Je n'aime pas la douleur. Dimitri acquiesça. Quelle ironie. L'homme qui signait des réquisitoires et brisait des destins avait peur de la roulette. Le médecin appuya sur la pédale. Le fauteuil s'abaissa doucement. Maintenant, la tête du procureur était plus basse que le regard de Dimitri. C'était la première petite victoire. Changement de position. Ici, le chef n'était plus celui qui avait une carte dans sa poche, mais celui qui tenait la roulette. Dimitri alluma la lampe. Une lumière vive frappa Voronov au visage, le forçant à fermer les yeux. « Ouvrez la bouche !» Dimitri commença l'examen. Il touchait le visage de Voronov avec ses mains gantées. Il sentait la chaleur de sa peau, le battement de la veine dans son cou, un coup de scalpel sur la carotide, et tout serait fini en 1 seconde. Le sang aurait inondé la blouse, la garde serait arrivée, la prison, la faim. Non, c'était trop simple. La mort devait être aussi longue, aussi pourrie et aussi fausse qu'avait été la vie de Voronov. Les dents du procureur étaient dans un état épouvantable. Sous le vernis extérieur, des caries, du tartre,
des gencives enflammées. « Ah, tu es pourri de l'intérieur », pensa Dimitri en tapotant avec son instrument. « Tu es complètement pourri. Je vais simplement aider ce processus à sortir. »« Piotr Ivanovitch », dit Dimitri en reposant le miroir. « La situation est plus grave que je ne le pensais. On ne peut pas simplement poser un plombage. Tout s'effondrerait dans un mois. Il vous faut une prothèse totale. » Voronov se tendit. « Comment ça, totale ? Toute la mâchoire dans un verre ? » ?»« Non, non, pas du tout, » sourit doucement Dimitri sous son masque. « C'est dépassé. Je vous propose une technologie allemande, de la métallocéramique sur base en or. Nous allons tailler vos dents, consolider les canaux et poser des couronnes impossibles à distinguer des vraies, encore mieux. Elles seront plus blanches, plus droites, un sourire de star de cinéma comme Belmondo. » Au mot Belmondo et technologie allemande, les yeux de Voronov s'illuminèrent. En URSS, tout ce qui était importé était un fétiche. Avoir des dents allemandes, c'était un statut. C'était plus classe qu'une Volga. C'était le signe d'appartenance à la caste des élus. « Et c'est fiable ?» demanda-t-il déjà conquis. « Oh, pour la vie, » répondit Dimitri, et il ne mentait pas. Pour la vie qui lui restait, ça suffirait amplement. « Mes amis, pensez-vous que nous soyons souvent victimes de notre propre vanité ? Voronov aurait pu aller chez un dentiste ordinaire, soigner ses caries et continuer à vivre. Mais il a voulu de l'exclusif. Il a voulu être au-dessus des autres. Et c'est précisément ce désir qui l'a conduit dans le fauteuil de son bourreau. Dites dans les commentaires, pour vous, le statut du médecin et de la clinique est-il important ? Ou ne faites-vous confiance qu'à des personnes de confiance ? Fais-le, dit Voronov en agitant la main. J'ai l'argent. Combien il faut ? On reparlera de l'argent plus tard, dit Dimitri. L'important, c'est la préparation. Nous allons devoir dévitaliser toutes les dents, enlever les nerfs, pour que rien ne fasse mal sous les couronnes. C'était un mensonge. L'ablation des nerfs servait à autre chose. Une dent morte ne sent pas la douleur. Ainsi, Voronov ne sentirait pas le processus de décomposition commencer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dimitri remplit la seringue d'anesthésique. « Ouvrez plus grand, une petite piqûre. » L'aiguille entra dans la gencive. Voronov tressaillit, mais Dimitri lui tenait la tête fermement. « Doucement, doucement, voilà, ça va s'engourdir. » Pendant que l'anesthésie faisait effet, Dimitri s'approcha de sa table. Il tourna le dos au patient. L'infirmière était sortie chercher une fiche. Ils étaient au sol. Dimitri ouvrit le tiroir du bas de son bureau. Là, au fond, derrière des boîtes de coton, se trouvait un petit flacon discret en verre foncé, sans étiquette. C'était son arme. À l'intérieur, une pâte, un mélange à base d'anhydride arsénieux et de plusieurs autres composants que Dimitri avait lui-même synthétisés grâce à ses contacts avec des pharmaciens. Habituellement, l'arsenic servait à tuer le nerf et on le laissait 24 heures. Si on le laissait trop longtemps, une parodontite commençait, une inflammation de l'os. Mais Dimitri avait modifié la composition. C'était une mort lente. Une substance qui s'infiltrait dans les tissus par microdose. Elle ne provoquerait pas de douleur aiguë immédiate. Elle tuerait le tissu osseux de la mâchoire millimètre par millimètre. Ça s'appelle l'ostéonécrose. La mâchoire se mettrait à pourrir vivante, se transformant en poussière. Dimitri prit une infime quantité de pâte au bout de sa sonde. Ses mains ne tremblèrent pas. Il ressentait un calme étrange. Ce n'était pas un meurtre, c'était une chirurgie. Il retirait une tumeur de la société. Il se tourna vers le patient. « Alors, Piotr Ivanovitch, la lèvre est engourdie ?»« Oui !» grogna Voronov. La moitié de son visage avait perdu toute sensibilité. Il était totalement sous l'emprise du médecin. « Parfait, on y va. » Dimitri prit la pièce à main turbine, alluma la roulette. Le bruit strident, familier, emplit le cabinet. Ce bruit qui glace le sang. Il commença à tailler les dents de Voronov. La poussière d'os volait, une odeur de brûlé flottait. Voronov restait immobile, convaincu qu'on lui façonnait un sourire hollywoodien. Dimitri travaillait en virtuose. Il transformait les dents du procureur en petites tiges, sur lesquelles il poserait ensuite les couronnes, mais avant de fermer les canaux, dans chaque dent, tout au fond, il déposait une microscopique parcelle de ce petit flacon sombre. « Ça, c'est pour maman », pensait-il en obturant le premier canal. « Ça, pour ses larmes. Ça, pour l'appartement. Ça, pour son cœur. 28 dents, 28 dépôts, 28 capsules de mort. » Le travail dura 3 heures. Voronov était fatigué, sa mâchoire était engourdie, mais il avait patienté. Il pensait au lendemain, quand il arriverait au parquet et ferait briller ses nouvelles dents devant la secrétaire, la petite Léna. Quand Dimitri eut fini, il était en nage. « C'est tout pour aujourd'hui, » dit-il en enlevant son masque. « J'ai posé des couronnes provisoires. Dans une semaine, quand les gencives auront cicatrisé, on posera les définitives, en or et céramique. »
Voronov tâta de la langue ses nouvelles dents étranges. « Rien ne fait mal, s'étonna-t-il. « Et ça ne fera pas mal, promit Dimitri. J'ai fait en sorte que vous ne sentiez rien, pour le moment. » Voronov se leva chancelant. Il sortit de sa veste une épaisse enveloppe et la jeta négligemment sur la table. « Oh, c'est un acompte. Compte pas, tu serais vexé. » Il tapa sur l'épaule de Dimitri. « T'es un as, docteur. T'as la main légère. Si t'as besoin de quelque chose, fais-moi signe. J'oublie pas ceux qui me rendent service. » Il sortit en claquant la porte. Dimitri resta seul dans le cabinet. Il regarda l'enveloppe pleine d'argent. C'était de l'argent volé au peuple. De l'argent qui sentait le sang. Il prit l'enveloppe du bout des doigts, comme quelque chose de sale, et la jeta dans la poubelle, là où gisaient des tampons de coton ensanglantés et des crachats. L'opération silence avait commencé. Le mécanisme était enclenché. Il ne restait plus qu'à attendre. La suite, c'est la lune de miel de Voronov avec ses nouvelles dents. Comment il a brillé en société, comme il était fier de son sourire. Et puis, comment le cauchemar a commencé. D'abord, ce ne fut qu'une odeur, à peine perceptible. Une odeur douceâtre de putréfaction qu'aucun chewing-gum, même le plus cher, qu'aucun cognac, même le plus fort, ne pouvait masquer. L'odeur qui faisait se détourner les gens. Une semaine passa. Une semaine pendant laquelle les gencives du procureur cicatrisèrent. Et dans son laboratoire, Dimitri avait perfectionné les prothèses. C'était une œuvre d'art. De la métallocéramique sur alliage d'or, 28 unités. Elles brillaient d'une blancheur éclatante. Leur forme était idéale. Si on avait pu exposer ces dents dans un musée, elles auraient eu une place de choix. Mais elles devaient prendre place dans la bouche d'un assassin. Voronov vint pour l'essayage final, de bonne humeur. Il anticipait déjà son triomphe. « Alors, maestro ?» lança-t-il du seuil. « Ma façade est prête ?»« Elle est prête, Piotr Ivanovitch » répondit Dimitri. « Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous scellons votre sourire pour l'éternité. » La procédure de scellement fut rapide. Dimitri appliqua un ciment spécial, ultra résistant, posa les couronnes et les pressa fermement. À cet instant, il se sentait comme un prêtre scellant le tombeau d'un pharaon. Mais à l'intérieur de ce tombeau, il n'y avait pas un mort, mais un processus de décomposition vivant. Le poison était déjà là, au fond des canaux. Maintenant, Dimitri enfermait l'issue. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. On ne pourrait enlever ces couronnes qu'avec des morceaux de mâchoire. Quand ce fut fini, Dimitri tendit un miroir à Voronov. Le procureur regarda son reflet et resta bouche bée. Du miroir, un autre homme le regardait, plus jeune, plus sûr de lui, avec un sourire hollywoodien. La jaunisse, les irrégularités, les points noirs avaient disparu. C'était le sourire du vainqueur, le sourire du prédateur. « Au bordel !» murmura Voronov, en passant sa langue sur la céramique lisse. « Docteur, t'es un magicien, je vais te couvrir d'or. » Il sauta du fauteuil, attrapa la main de Dimitri et la secoua. « Ah merci, quel travail, c'est ça le niveau. » Dimitri le regardait calmement à travers ses lunettes. « Portez-les à votre santé, Piotr Ivanovitch, et n'oubliez pas, l'hygiène, c'est primordial. » « Ah, l'hygiène !» ricana Voronov. « Avec des dents pareilles, on peut croquer des clous. » Voronov partit, rayonnant comme un sou neuf. Sa lune de miel commençait. Sa lune de miel avec sa propre mort. Au début, tout alla parfaitement. Voronov profitait de la vie. Il souriait à tout le monde. À la secrétaire, à ses supérieurs, à ses subordonnés, même à sa propre femme, qu'il n'aimait plus depuis longtemps. Il se sentait rajeuni. Ses nouvelles dents lui avaient donné confiance. Il prenait plus souvent la parole aux réunions, parlait plus fort, riait plus franchement. Il avait oublié Dimitri, oublié la vieille femme morte sur son parquet. Pour lui, ce n'était qu'un épisode, une page tournée. Il était sûr que la vie était réussie. Mes amis, pensons-nous souvent que tout se paie un jour dans la vie ? Voronov croyait avoir payé avec son argent cette grosse enveloppe. Mais il y a des dettes qu'on ne rembourse pas avec des billets. Croyez-vous à la loi du retour de bâton ? Ou pensez-vous que les méchants s'en tirent toujours, s'ils ne sont pas punis par des gens comme Dimitri ? Racontez dans les commentaires. Avez-vous vécu des situations où la justice a triomphé de la manière la plus inattendue ? Le cauchemar commença imperceptiblement environ 1 mois plus tard. D'abord, ce fut un goût bizarre, un goût métallique à peine perceptible dans la bouche le matin. Voronov mit cela sur le compte du nouveau matériau des couronnes. « Ça se rôde », pensa-t-il. Puis l'odeur apparut. Voronov était propre. Il se brossait les dents 2 fois par jour, se rinçait la bouche avec des élixirs coûteux. Mais l'odeur ne partait pas. Ce n'était pas une odeur de dents mal lavées, ni d'oignons ou d'ail. C'était une odeur lourde, douceâtre, écœurante, l'odeur de quelque chose de stagnant, de mort, comme si un rat avait crevé sous le plancher et commençait à se décomposer.
Voronov commença à remarquer l'attitude étrange de son entourage. À une réunion au parquet, quand il se pencha vers son adjoint pour lui glisser quelque chose à l'oreille, celui-ci eut un mouvement de recul involontaire et retint sa respiration. Voronov fronça les sourcils, mais ne dit rien. Le soir, il alla chez sa maîtresse. Lena, une jeune et jolie dactylo, était toujours ravie de ses visites. Mais cette fois, quand il voulut l'embrasser, elle détourna soudain la tête. « Kolya, t'as mangé quelque chose de faisandé ?» demanda-t-elle prudemment. « De quoi tu parles ?» gronda Voronov. « Ah, ma tasse, t'as une forte haleine, on dirait... Excuse-moi, on dirait les égouts. » Voronov devint fou furieux. Il chassa Lena de la chambre, courut à la salle de bain. Il se brossa les dents jusqu'au sang, se rinça la bouche au cognac, mâcha des grains de café. L'odeur lui sembla avoir disparu. Mais le lendemain matin, elle était revenue, plus forte. Cette odeur ne venait pas de la nourriture. Elle venait de l'intérieur, de l'os. La fameuse composition déposée par Dimitri avait commencé son œuvre. La nécrose du tissu osseux, c'est le processus de la pourriture vivante. Et les produits de cette décomposition cherchaient une issue. Voronov commença à paniquer. Il acheta les chewing-gums les plus chers, une denrée rare. Il suçait constamment des pastilles à la menthe. Il s'efforçait de ne pas s'approcher trop près des gens. Il parlait moins en se couvrant la bouche de la main. Le procureur de fer, qui autrefois hurlait sur ses subordonnés à faire trembler les murs, marmonnait désormais dans sa barbe en se tournant vers la fenêtre. Ses collègues commencèrent à chuchoter. « Vous avez entendu ? Petrovitch a un cancer, probablement. Ou il pourrit de l'intérieur. Avec une odeur pareille, on ne vit pas vieux. » Ces murmures lui parvenaient. Il voyait le dégoût dans les yeux de son chauffeur, de sa secrétaire, même de ses propres enfants. Il devenait un paria, un lépreux en costume de luxe. Mais la douleur n'était pas encore là. Dimitri connaissait bien son métier. Les nerfs avaient été enlevés, et l'os qui se détruisait ne donnait pas de signaux aigus. Il n'y avait qu'une sensation de distension, de lourdeur dans la mâchoire, comme si ses dents étaient devenues trop grandes. Voronov n'y tint plus, il décida d'aller chez un médecin, mais pas chez Dimitri. Il avait peur que celui-ci ne dise que le travail était mal fait et qu'il n'y avait pas de garantie. Il alla chez une autre sommité, un professeur de l'hôpital du comité central. Le professeur examina longuement la bouche de Voronov, tapota les céramiques avec ses instruments, fit une radio. « Ah, c'est étrange, » dit le professeur en enlevant ses lunettes. « Le travail est d'une précision de joaillier. Impeccable. Les canaux sont bien obturés, les couronnes sont parfaitement ajustées. Les gencives sont un peu enflammées, mais ça arrive. Sur la radio, aussi, bon, il y a de légers nuages, mais c'est probablement un artefact du film. » « Oh, et l'odeur » gémit Voronov. « D'où vient cette puanteur, mon cher ?» Le professeur écarta les bras. « C'est à un gastro-entérologue qu'il faut demander ça. Faites examiner votre estomac, ou vos poumons. Dans la bouche, tout est propre, ce ne sont pas les dents. » Cela faisait partie du plan de Dimitri. Il savait qu'au stade initial, l'ostéonécrose, sur une simple radio soviétique, ressemblait à une légère raréfaction osseuse, facile à confondre avec une normalité ou un artefact. Et l'odeur ? L'odeur s'infiltrait par les micropores, par les poches gingivales. Voronov quitta la clinique désespéré. Il fit examiner son estomac, sain comme un bœuf. Ses poumons, clairs, et l'odeur devenaient insupportables. Maintenant, il la sentait lui-même constamment. La nourriture avait un goût de pourri. L'eau avait un goût de vase. Il cessa de manger en société. Il maigrit, se creusa. Son visage prit une teinte terreuse. L'homme qui aimait la vie dans toutes ses manifestations se transformait en reclus. Puis elle arriva. La douleur ? Pas un mal de dents aigu qu'on peut calmer avec de l'analgine ? Non. C'était une douleur sourde, lancinante, qui vrillait quelque part au fond du crâne. Elle commençait en fin de journée et l'empêchait de dormir. On aurait dit que sa mâchoire était prise dans un étau. Voronov avalait des analgésiques par poignées. Rien n'y faisait. Un matin, en se brossant les dents, il remarqua que l'une des superbes couronnes bougeait avec un morceau de gencive. Il y porta le doigt. Sous la couronne suintait un épais liquide jaunâtre, avec cette même odeur douceâtre de mort. Du pus, mais ce n'était pas un simple abcès, c'était l'os lui-même qui était rejeté. Voronov comprit. C'était la fin. Son beau façade s'effondrait. Son sourire allemand se transformait en ruine. Paniqué, il se rua sur le téléphone. Il se moquait de la fierté, de la honte. Il avait peur. Il composa le numéro de la polyclinique. « Dimitri Isaïevitch, urgent, c'est Voronov. »« Dimitri Isaïevitch est en consultation », répondit une voix calme à l'accueil. « Il a un planning chargé. »« Je me fiche de son planning !» hurla Voronov. « Dites-lui que je suis en train de mourir. J'arrive tout de suite. Mes amis, restez avec nous, car ce qui suit est un véritable cauchemar. »
Voronov va revenir dans ce même fauteuil en espérant être sauvé. Mais il ne sait pas que le médecin ne l'attend pas pour le guérir. Il l'attend pour lui tendre un miroir, pour ôter les masques. Dans la suite, nous verrons le point culminant de ce drame. Dimitri ne fera plus semblant. Il fera face à son ennemi, et vous découvrirez ce que le procureur devra payer pour être simplement soulagé de la douleur. Prêt à voir ce qui se cache sous les couronnes en or. Alors ne changez pas de chaîne. Piotr Ivanovitch Voronov fit irruption dans le cabinet dentaire, manquant d'arracher la porte. Il était affreux. De son élégance passée, il ne restait rien. Son précieux manteau était déboutonné, sa cravate de travers, son visage gris et couvert de sueur. Mais le plus terrible, c'était l'odeur. Une odeur lourde, cadavérique, qui entra dans la pièce avec lui. L'infirmière à l'accueil tenta de l'arrêter. « Ah, Piotr Ivanovitch, le docteur a un patient. Oh, je m'en fous !» râla Voronov en la repoussant. « Je suis en train de crever. » Il fonça dans la salle de soins. Dimitri était assis à son bureau, en train de remplir des fiches. Il était seul, comme s'il avait attendu. Le médecin leva lentement la tête, ajusta ses lunettes. Dans son regard, pas de surprise, juste une attente froide et calme. « Ah, Piotr Ivanovitch, vous êtes en avance. Je vous attendais pour la fin de la semaine. »« Fais quelque chose !» gémit Voronov en s'effondrant dans le fauteuil. « Enlève-les. Enlève ces satanées dents, tout pourri là-dedans. Je ne peux plus dormir. Plus manger, ma joue me brûle. » Il ouvrit la bouche. Le spectacle était répugnant. Les gencives étaient gonflées, violacées. Sous les couronnes en or suintait de la sanie. La mâchoire rejetait les corps étrangers, avec des morceaux de sa propre chair. Dimitri se leva, s'approcha de la porte et tourna la clé. 2 tours. Voronov, le cerveau embrumé par la douleur, n'y prêta même pas attention. Il n'avait qu'un désir, que la douleur cesse. « Installez-vous confortablement, » dit Dimitri. « Je vais regarder. » Il enfila un masque, des gants, inclina le fauteuil de sorte que Voronov se retrouva presque allongé. Dimitri prit une sonde. Sans anesthésie, il piqua simplement l'instrument pointu dans la gencive enflammée. Voronov hurla et tressaillit, tentant d'attraper la main du médecin, mais Dimitri était prêt. Il appuya sur un bouton du panneau de contrôle, et le fauteuil s'abaissa encore plus, en position opératoire. Puis il fit ce à quoi Voronov ne s'attendait pas du tout, il lui fixa sur la poitrine et les bras des sangles rigides, celles qu'on utilise pour les patients agités ou les opérations complexes sous anesthésie générale. Clac, clac, Voronov se retrouva attaché. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» haleta le procureur en tentant de se libérer. « Tu sais qui je suis, espèce de salaud ?» Dimitri s'assit sur une chaise à côté, il ôta son masque. Pour la première fois depuis le début du traitement, Voronov vit le visage du médecin en entier. Un visage calme, intelligent, sur lequel flottait un léger sourire terrifiant. « Je sais qui vous êtes, Piotr Ivanovitch, vous êtes un assassin et un voleur. » Voronov se figea. La douleur recula une seconde devant la peur. « Ah, t'es fou! Je vais te faire arrêter. Je vais te réduire en poussière de camp. »« Vous ne pourrez pas, » répondit doucement Dimitri. « Vous n'avez plus de pouvoir. Ici, dans ce cabinet, le pouvoir, c'est moi qui l'ai. Et cette roulette ?» Le médecin prit la radio de la mâchoire de Voronov, celle que le professeur lui avait faite. « Et vous savez pourquoi vous avez mal ?» demanda-t-il comme un professeur interroge un élève. « Oh, ce n'est pas une infection ni une erreur. C'est une ostéonécrose. Votre mâchoire est en train de mourir. Elle se transforme en poussière. Et vous savez pourquoi ?» Il se pencha à l'oreille du procureur. « Parce que j'y ai mis un médicament spécial pour les patients particuliers. » Les yeux de Voronov s'écarquillèrent. Il commençait à comprendre. « Tu m'as empoisonné. Pourquoi ? Pas assez d'argent ? Je t'en donnerai plus. Je te donnerai tout ce que tu veux. Un appartement ? Une voiture ?» Dimitri eut un rire sec, aboyant. « Un appartement ? Le même que celui d'où vous avez chassé ma mère ?» Voronov cligna des yeux. Il fouillait fiévreusement dans sa mémoire. Expulsion, procès, pot de vin, il y en avait eu tellement. « Ah, quelle mère, quel appartement, je ne me souviens pas, » murmura-t-il. « Docteur, c'est une erreur. J'ai expulsé beaucoup de monde, c'est mon travail. »« Olga Andreïevna, » rappela Dimitri. « Les étangs du patriarche, décembre. Elle est morte sous vos yeux. Et vous avez enjambé son corps en disant « Le parquet est beau ». Voronov se souvint. L'image surgit dans son cerveau enfiévré. La vieille femme sur le sol. Le fils à lunettes. « C'était toi » souffla-t-il. « Moi. Et maintenant, Piotr Ivanovitch, nous allons nous soigner, mais pas comme vous le voulez. Je n'enlèverai pas les couronnes. Je ne vous donnerai pas d'analgésique. Nous allons parler longuement, tant que vous avez encore une langue. Mes amis, imaginez cette horreur. Vous êtes attaché à un fauteuil, vous souffrez le martyre. Et l'homme censé vous sauver se révèle être votre bourreau,
savourant chacun de vos gémissements. Une situation de cauchemar. Que ressentait Dimitri à cet instant? De la jubilation? Ou peut-être du dégoût de lui-même? Car il avait violé le serment d'Hippocrate de la manière la plus monstrueuse qui soit. Dites dans les commentaires, la fin justifie-t-elle les moyens? Dimitri prit le miroir sur la tablette et le plaça devant le visage de Voronov. Regardez, Piotr Ivanovitch, regardez attentivement. Vous voyez ce noir au bord de la gencive? C'est de la gangrène, elle va progresser. Elle mangera votre mâchoire supérieure, puis votre nez, puis elle atteindra vos yeux. Vous pourrirez vivant, mais vous ne mourrez pas tout de suite, vous avez un cœur solide. J'ai vérifié votre électrocardiogramme. Vous vivrez et vous empesterez. Voronov se mit à pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues, se mêlant à la sueur. « Oh, pardon, gémit-il. Je ne voulais pas. Je rendrai tout. Je rendrai tout. »« Tu rendras maman ?» demanda Dimitri. Voronov sait tout. « Voilà, on ne peut pas rendre, on ne peut que payer. » Dimitri alluma la roulette, mais il ne se mit pas à percer. Il tint simplement la pièce à main vrombissante devant les yeux du procureur. « Nous avons tout notre temps, Kolya. Je veux que tu ressentes chaque seconde de la douleur que tu lui as causée. Tu lui as pris sa maison, tu lui as pris sa vie, et moi je te prendrai ton visage. Tu deviendras un monstre, une créature dont tes propres enfants se détourneront. » Voronov tenta de crier « Au secours !» Mais d'un geste vif, Dimitri lui plaça dans la bouche un ouvre-bouche, un écarteur en plastique qui l'empêchait de fermer la mâchoire. Voronov ne pouvait plus qu'émettre des sons étouffés. Sa bouche n'était plus qu'une plaie béante et purulente, exposée à tous les regards. « Maintenant ?» dit Dimitri en prenant une sonde pointue, en vérifiant jusqu'où le processus est avancé. Il toucha l'os à nu. Voronov se tordit de douleur, les sangles craquèrent à sous la tension. La douleur lui transperça le cerveau comme une aiguille chauffée au rouge. Mais ce n'était que le début. Dimitri n'avait pas l'intention de le tuer maintenant. Il avait un plan sur plusieurs jours. Un plan pour réduire un homme à néant. Restez avec nous. La suite est à peine croyable. Nous allons voir Dimitri libérer le procureur. Oui, vous avez bien entendu. Il le laissera rentrer chez lui. Mais ce ne sera pas une liberté, ce sera la continuation de la torture. Pourquoi fera-t-il cela? Et que verra la femme de Voronov quand son mari rentrera à la maison? Dimitri défie lentement, presque avec élégance, les sangles. « Vous êtes libre, Piotr Ivanovitch, rentrez chez vous. » Voronov n'en crut pas ses oreilles. Il restait là, recroquevillé dans le fauteuil, s'attendant à un coup, à une piqûre, à la mort. On lui disait « Va, tu me libères ?» bredouilla-t-il. Sa langue obéissait mal, sa bouche le brûlait. « Bien sûr, sourit Dimitri. Je suis médecin, pas assassin. Je vous soigne simplement selon ma méthode. Allez dans votre famille, auprès de vos enfants, qu'ils regardent papa, qu'ils sentent papa. » Voronov se leva péniblement du fauteuil. Il titubait, il attrapa son manteau, et sans se retourner, sortit en courant du cabinet. Il courut dans les couloirs de la polyclinique, la main sur la bouche, bousculant les visiteurs. Il lui semblait que Dimitri allait lui tirer dans le dos. Mais il n'y eut pas de coup de feu, seulement le silence, et l'odeur de pourriture qui courait avec lui. Il arriva chez lui au crépuscule. Pendant tout le trajet en taxi, le chauffeur avait ouvert les vitres, malgré le froid, et jeté des coups d'œil dans le rétroviseur à ce passager bizarre. Voronov entra dans son luxueux appartement. Sa femme était là, celle qu'il méprisait depuis longtemps, et ses 2 enfants d'âge scolaire. « Kolya, c'est toi ?» Sa femme sortit dans l'entrée. « Pourquoi si tard? Le dîner est froid. » Elle n'acheva pas sa phrase. Elle s'arrêta à 2 mètres de lui et fronça le nez. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette odeur? T'es tombé dans les égouts ?» Voronov tenta de dire quelque chose, mais sa gorge n'émit qu'un râle. Il ôta le foulard de son visage. Sa femme poussa un cri. La moitié inférieure du visage de son mari était enflée. La peau avait une teinte gris terre. Ses lèvres étaient gercées, mais le plus effrayant c'était ses yeux. Ils exprimaient une terreur animale. Il alla dans la salle de bain, s'enferma à clé et se regarda dans le miroir. Le processus s'était accéléré. Le poison, dérangé par la sonde de Dimitri, agissait plus violemment. La gencive avait noirci. L'une des dents en or de devant était de travers. Voronov y porta le doigt, et la dent lui resta dans la main, avec une longue racine sale et un morceau d'os. Il n'y avait pas de sang, seulement une boue noire. Il hurla, mais le hurlement resta coincé dans sa gorge enflée. Les 3 jours qui suivirent furent un enfer sur terre. Voronov s'enferma dans son bureau. Il n'en sortait pas. Il ne pouvait pas manger. Il essayait de boire de l'eau, mais elle ressortait par sa bouche, qui ne se fermait plus. L'odeur, filtrant sous la porte du bureau, envahit tout l'appartement. Sa femme et ses enfants partirent chez sa belle-mère, incapables de supporter cette puanteur. Ils l'abandonnèrent. Le grand procureur resta seul dans sa forteresse, transformée en tombeau.
Il tenta d'appeler ses adjoints, des médecins, des amis, mais il ne pouvait plus parler distinctement. Ah bêlait-il dans le combiné. À l'autre bout, on raccrochait avec dégoût. Il est saoul ou quoi? Cuve-toi, Petrovitch. Son pouvoir avait disparu. Ses relations s'étaient évanouies. Sans voix et sans visage, il n'était plus rien. Le 4e jour, la nécrose des tissus mous commença. Le noir gagna des gencives aux joues. La peau du visage se tendit, puis se fissura, laissant voir la chair en putréfaction. Il ressemblait à un zombie de film d'horreur bon marché. Sauf que c'était la réalité du Moscou soviétique. La douleur était insupportable. Elle pulsait au rythme de son cœur, lui déchirant le crâne. Il comprit qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait arrêter ça. Dimitri. Il ne voulait pas être sauvé. Il savait que le salut était impossible. Il voulait la mort. Une mort rapide. Mes amis, dites honnêtement, cet homme vous fait-il pitié? Il meurt d'une mort atroce, abandonné de tous. Ou pensez-vous que celui qui a chassé une vieille femme pour la laisser mourir sur le palier mérite exactement cette fin? Y a-t-il une limite à la cruauté, même lorsqu'il s'agit de vengeance? Dites-nous, auriez-vous pu, comme Dimitri, observer cela de sang-froid? La nuit, Voronov sortit de chez lui. Il avait enveloppé son visage d'une écharpe, ne laissant apparaître que ses yeux. Il titubait de faiblesse. Il ne put trouver de taxi. Personne ne s'arrêtait devant cette silhouette de clochard. Il marcha à travers tout le centre-ville. Il se rendit chez Dimitri, ou plutôt dans la chambre que Dimitri louait. Il connaissait l'adresse, qu'il avait lue un jour dans le dossier personnel du médecin. Il arriva vers l'aube, tomba à genoux devant la porte et se mit à gratter le bois de ses ongles. Comme un chien, Dimitri ouvrit la porte. Il était en pyjama, un livre à la main. Il regarda la créature gisant sur le pas de sa porte. Cette créature puait la mort. Dimitri ne fut pas surpris. Il avait attendu. « Te voilà » demanda-t-il doucement. Voronov leva la tête. L'écharpe glissa. Ce qu'il y avait dessous était à peine un visage. « Oh, tue-moi » articula péniblement Voronov en bavant une salive sanglante. « Tue-moi » Ce n'était pas une demande. C'était une supplique pour obtenir la miséricorde. Dimitri le regarda de haut. L'image de sa mère lui revint. Son dernier souffle. Il s'écarta. « Entre, Kolia, tu seras l'invité. » Il tira le procureur à moitié mort dans l'appartement. C'était le dénouement de la partie. Voronov était venu de lui-même chez son bourreau pour qu'il lui rende un dernier service. Mais Dimitri n'avait pas l'intention de lui offrir une mort douce. Il avait préparé un accord final, une dernière procédure. Restez avec nous. Le dénouement va vous glacer le sang. Nous allons voir ce que Dimitri fera de Voronov dans cet appartement. Ce ne sera pas un meurtre au sens habituel. Ce sera une opération d'ablation de la conscience. Et vous saurez pourquoi la milice, appelée par les voisins à cause de l'odeur, trouva 2 corps dans l'appartement, mais pas d'assassin. Dimitri traîna le procureur à moitié mort dans la pièce et le fit asseoir sur une chaise. Cette même chaise où Olga Andreïevna aimait s'asseoir pour lire des recueils de Tsvetaïeva. Voronov ne résistait pas. Il ressemblait à une poupée de chiffon dont on a retiré l'armature. Sa tête pendait mollement sur sa poitrine. De sa bouche coulait sur le revers coûteux de son manteau une épaisse salive noire. L'odeur de putréfaction, dans la chaleur de l'appartement, devenait insupportable. Mais Dimitri ne sourcilla même pas. Il y était habitué. Pour lui, c'était l'odeur de la justice. « Tu reconnais l'endroit, Kolia » demanda doucement Dimitri en s'asseyant en face de lui. Voronov souleva péniblement ses paupières. Ses yeux bouffis parcoururent les murs, les étagères pleines de livres, le vieux parquet. Dans sa conscience embrumée par la douleur, quelque chose remua. Les étangs du patriarche, l'appartement de la vieille, râla-t-il. Celui que... Oui, acquiesça Dimitri. Ici même. À l'endroit précis où tes pieds sont posés, elle est morte. Tu as enjambé son corps. Tu t'en souviens? Tu as dit « Le parquet est beau ». Voronov se mit à gémir. C'était le cri d'une bête prise au piège, comprenant que le piège s'est refermé. « Je ne voulais pas », gargouilla-t-il. « Aide-moi, fais une piqûre, que ça ne fasse plus mal. Tue-moi ». Dimitri se leva et s'approcha d'un vieux buffet. Il n'en sortit pas un médicament, mais 2 verres en cristal. Ceux que sa mère gardait pour les grandes occasions. « Te tuer » répéta-t-il pensivement. « Ce serait trop simple. La mort, c'est un cadeau, Kolia. Et les cadeaux se méritent. Tu as vécu ta vie en prenant tout ce que tu voulais. Tu as bouffé à tous les râteliers pendant que d'autres crevaient de faim. Tu as brisé des destins d'un trait de plume. Et maintenant, tu demandes grâce à celui que tu considérais comme de la poussière sous tes pieds. » Dimitri sortit une seringue de sa poche. Elle contenait un liquide transparent. Les yeux de Voronov s'illuminèrent d'espoir. Il tendit ses mains pourries vers la seringue. « Donne, donne !»« C'est de la morphine, » dit Dimitri. « De la morphine médicale pure. Une dose mortelle. »
Si je te l'injecte, ton cœur s'arrêtera dans 5 minutes. Pas de douleur, juste le noir. Voronov tenta de se lever pour attraper la seringue, mais ses jambes ne le portaient plus. Il tomba à genoux et rampa vers le médecin, s'accrochant à son pantalon. « Ah, je t'en supplie, docteur, Dimitri, je te donnerai tout. Les caches, je te dirai où est de l'or, les devises. » Dimitri le regardait avec un mélange de dégoût et de pitié. Devant lui rampait non plus un monstre tout-puissant, mais un misérable tas de chair en décomposition. « Je n'ai pas besoin de ton argent, Kolia. Il est sale. Je n'ai besoin que d'une chose, que tu comprennes. »« J'ai compris, » gémit Voronov. « J'ai tout compris. Pardon. »« Dieu pardonne, » répondit Dimitri. « Moi, je ne suis qu'un médecin, et je dois finir le traitement. » Il se pencha, et d'un geste brusque remit le procureur sur sa chaise. Il retroussa la manche de sa chemise. Voronov se figea, les yeux fixés sur l'aiguille comme sur une icône. « Dis-moi, » demanda Dimitri en approchant l'aiguille de la veine. « Cet appartement valait-il la vie de ma mère ?» Voronov secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues défigurées. « Non, non. Et ta vie, valait-elle de finir comme ça ?» L'aiguille entra dans la veine. Dimitri poussa lentement sans se presser le piston. Voronov prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis une semaine, son visage se détendit. Le masque de douleur disparut. « Merci, » murmura-t-il. Ses yeux se fermèrent. Sa respiration devint rare, puis irrégulière, puis s'éteignit. Piotr Ivanovitch Voronov, procureur du district, terreur des criminels et maître de sa vie, mourut assis sur une chaise dans l'appartement de sa victime. Dimitri vérifia le pouls. Silence. Il s'approcha de la fenêtre et ouvrit un vasista. L'air glacial entra dans la pièce, se mêlant à l'odeur de la mort. C'était fini. La vengeance était accomplie. L'ennemi était anéanti. Mais alors, pourquoi n'y avait-il pas de joie en lui ? Pourquoi aucun soulagement ? Il n'y avait qu'un vide, noir et béant. Dimitri regarda ses mains. Les mains d'un médecin qui devait donner la vie venaient de la prendre. Oui, c'était un homme mauvais, mais Dimitri avait franchi la ligne. Il était devenu un assassin, comme Voronov. Il parcourut la pièce du regard, cette pièce vide et froide sans sa mère. À quoi bon vivre maintenant ? À qui était-il utile, dans ce système qui engendrait des Voronov ? Et à lui-même, sachant ce dont il était capable ? Mes amis, c'est la question la plus terrible de toute vengeance. Que faire une fois le but atteint ? La vengeance est un carburant sur lequel on peut rouler longtemps, mais quand il se consume, il ne reste que des cendres. Pensez-vous que Dimitri aurait pu, après cela, revenir à une vie normale ? Soigner des dents ? Sourire à ses patients ? Faire comme si de rien n'était ? Ou y a-t-il des actes qui nous changent irrémédiablement ? Dites-le dans les commentaires. Dimitri s'approcha de la table. Il prit une seconde seringue. Il l'avait préparée à l'avance. Il n'avait pas l'intention de fuir. Il n'avait pas l'intention de se cacher, ni de jouer au chat et à la souris avec la milice. Il était trop intelligent pour ça, et trop fatigué. Il s'assit sur la chaise en face du procureur mort. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, comme deux vieux amis en train de discuter. Dimitri regarda la photo de sa mère au mur. Elle souriait. « J'arrive, maman, » dit-il doucement. « J'ai enlevé les ordures. Maintenant, je peux me reposer. » Il retroussa sa propre manche. La piqûre fut rapide et professionnelle. En quelques minutes, l'appartement des étangs du patriarche devint tout à fait silencieux. Deux corps étaient assis l'un en face de l'autre dans le crépuscule qui s'épaississait. L'un, défiguré par la putréfaction et le vice. L'autre, calme, avec sur le visage l'empreinte d'une infinie tristesse. Les voisins n'appelèrent la milice que 3 jours plus tard, à cause de l'odeur. L'odeur cadavérique, que Voronov dégageait déjà de son vivant, avait maintenant envahi tout, l'immeuble. On enfonça la porte. Les enquêteurs qui entrèrent en tête restèrent mots figés. La scène était macabre et surréaliste. Au milieu de la pièce, 2 morts étaient assis. L'un, un procureur connu de tout Moscou, que l'on recherchait avec des chiens. L'autre, un modeste dentiste. Sur la table, un mot. Une seule ligne, écrite d'une écriture médicale appliquée. Dent pour dent, appartement pour appartement, vie pour vie, compte réglé. L'enquête aboutit à une impasse. Officiellement, c'était un meurtre suivi d'un suicide. Mais l'affaire était tellement énorme et scandaleuse qu'elle fut immédiatement classée secrète. Il était hors de question que le peuple apprenne comment un simple dentiste avait exécuté un procureur. Cela aurait sapé l'autorité du pouvoir. Dans le rapport officiel, on écrivit « insuffisance cardiaque ». Voronov fut enterré dans un cercueil fermé. Son visage était trop horrible. Dimitri fut enterré discrètement, sans honneur. L'affaire fut classée, mais les rumeurs se répandirent instantanément dans Moscou. L'histoire du dentiste vengeur devint une légende urbaine. Les gens se la transmettaient de bouche à oreille.
Certains disaient que Dimitri était un maniaque, d'autres qu'il était un saint martyr. Mais le plus intéressant commença ensuite. Dans l'appartement des étangs du patriarche où s'était joué ce drame, personne ne vécut longtemps. Puis un nouveau locataire emménagea, un fonctionnaire. Un mois plus tard, il avait fui. Il racontait qu'il entendait la nuit le bruit de la roulette et sentait une odeur de médicaments. Mystique ou simple force de la mémoire humaine. L'appartement des étangs du patriarche fut mis sous scellé. Le dossier du dentiste atterrit dans les archives secrètes du KGB sous la mention « ne doit pas être divulgué ». Les autorités firent tout pour effacer le souvenir de cet incident. La vérité était trop gênante. Un procureur soviétique, pilier du régime, s'était révélé être un corrompu pourri vivant, et un simple médecin, un justicier de sang-froid, avait pris le dessus sur le système. Mais on n'efface pas la mémoire du peuple. L'histoire s'enrichit de rumeurs et devint une légende. Dans les communautés moscovites, on chuchotait le nom du docteur la mort qui soignait les dents des traîtres, de sorte qu'ils en perdaient à jamais l'usage de la parole. On disait que le fantôme de Dimitri errait encore dans les couloirs de cette polyclinique, en blouse blanche, à la recherche de nouveaux patients à la conscience noire. Et la famille de Voronov, sa femme et ses enfants, qui l'avaient fui dès les premiers signes de la maladie, se consolèrent rapidement. L'héritage du procureur, datcha, voiture, livret d'épargne, les aida à oublier la honte. Ils effacèrent Piotr Ivanovitch de leur mémoire comme on arrache une dent carriée. Sur sa tombe, ils firent ériger un monument coûteux, mais personne n'y apporta jamais de fleurs. L'homme qui avait vécu pour lui-même mourut seul et abandonné. Son pouvoir, ses relations, son argent, tout tomba en poussière au moment où il s'était assis dans le fauteuil de ce modeste intellectuel à lunettes. Cette histoire est un terrible diagnostic de cette époque. Une époque où la loi protégeait les forts et où les faibles n'avaient d'autre choix que de subir ou de prendre le scalpel. Dimitri n'était pas un héros, il était une victime qui avait refusé de l'être. Il a montré que même le plus petit des hommes a des dents et que ces dents peuvent trancher la gorge de n'importe quel prédateur. Mais le prix de cette victoire, ce sont 2 vies détruites. Dimitri aurait pu soigner des gens, élever des enfants, écouter de la musique. Au lieu de cela, il a choisi la voie des ténèbres. Il a détruit le mal, mais le mal, en chemin, l'a détruit lui aussi. Mes amis, nous achevons cette lourde enquête. L'histoire de Dimitri et Voronov nous enseigne une chose. L'impunité est une illusion. Pour chaque acte, pour chaque larme, pour chaque appartement volé, tôt ou tard, il faudra payer. Et parfois, la facture est apportée par celui à qui on s'y attend le moins. Regardez autour de vous. Peut-être qu'en ce moment même, près de vous, il y a un de ces petits hommes qu'on offense. Peut-être vaut-il la peine de s'arrêter et d'aider avant qu'il ne soit trop tard, avant que le ressentiment ne se transforme en poison. Je veux vous poser une dernière question, la plus importante. Si vous vous trouviez à la place de Dimitri, avec ses connaissances et la possibilité de punir l'assassin de votre mère, inaccessible par la loi, auriez-vous pu vous arrêter ? Ou auriez-vous appuyé sur le bouton de la roulette ? Répondez honnêtement dans les commentaires. Ce n'est pas une question facile, et il n'y a pas de bonne réponse. Merci d'avoir fait ce chemin avec nous. Nous nous efforçons de raconter des histoires dont les manuels scolaires ne parlent pas. Si cette vidéo vous a touché, mettez un pouce bleu. Cela aidera d'autres personnes à voir cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De nouvelles enquêtes nous attendent. Le mystère de la mort de la mafia du diamant, l'énigme de la mort de Yesenin et les chroniques des évasions les plus audacieuses du goulag. Prenez soin de vos proches. Chérissez ceux qui sont près de vous. Et souvenez-vous, la pire des douleurs, c'est la douleur de la conscience. Aucun dentiste ne peut la soigner. À bientôt.